Bonjour, on continue avec la méthode gravimétrie. Après avoir vu les relations fondamentales dans la première vidéo concernant l'accélération gravitationnelle, la première et la deuxième loi de Newton, les mesures de gravité relatives et absolue à l'aide de gravimètres et de pendules simples, la définition du réseau IGS N71, dans cette vidéo, on va voir quelques corrections apportées aux observations gravimétriques, à savoir l'effet de la latitude et l'effet de l'altitude, la correction à l'air libre de Bouguer et de topographie ou bien de terrain, puis voir l'anomalie isostatique. Si la Terre avait une symétrie sphérique et ne tournait pas, alors la gravité devrait être la même partout sur la surface de la Terre. G égale G majuscule de Cavendish fois le M, la masse de la Terre, sur R carré, le rayon de la Terre. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Un facteur est la position sur la surface de la Terre. La gravité à l'équateur est de 978 Galilée, alors que la gravité au pôle est de 983,2 Galilée. Alors, pourquoi cette différence? Un premier facteur, c'est la rotation de la Terre qui produit une force centrifuge dirigée vers l'extérieur et qui s'oppose à l'effet de gravité. On voit clairement que cette force diminue avec la latitude. Alors, lorsqu'il diminue, ça veut dire que la gravité augmente de l'équateur vers le pôle. Et cette augmentation, elle est de 3,4 Galilée. Mais ça reste d'expliquer cette différence encore qui est de 5,2 Galilée. Le comportement à long terme de la Terre est celui d'un fluide, de sorte que la rotation de la Terre produit des effets centrifuges qui font que sa forme est un ellipsoïde de révolution. Cela signifie que la Terre n'est pas sphérique, mais aplatie au pôle. En d'autres termes, le rayon de la Terre est plus grand à l'équateur qu'au pôle. Cet effet de distance fait augmenter la gravité de 6,6 Galilée de l'équateur au pôle. Cependant, parce que le rayon de la Terre est plus grand à l'équateur, il y a plus de masse entre la surface et le centre de la Terre à l'équateur qu'au pôle. Cet effet de masse fait diminuer la gravité de 4,8 Galilée de l'équateur au pôle. Les effets de rotation, de distance et de masse entraînent une augmentation nette de gravité de 5,2 Galilée de l'équateur au pôle. Ce qui explique la variation de la gravité de 978 Galilée à l'équateur à 983,2 Galilée au pôle. Le but ultime de la gravimétrie est d'obtenir des mesures de variation de gravité entièrement dues aux distributions de densité dans la subsurface. Alors, comme on va le voir, on va apporter des corrections à ces mesures. La surface de la Terre est réduite à un ellipsoïde de référence rapporté à la surface moyenne de la mer, les masses terrestres en excès étant supprimées et les creux océaniques supposés comblés. On définit ainsi une surface équipotentielle, c'est-à-dire la gravité ou bien la pesanteur est partout verticale à cette surface ou encore un fil à plomb est vertical en tout point. Sur cette surface, on peut définir la gravité Gn, définie par la formule GRS 67, est donnée par cette formule. Alors, phi, c'est la latitude du site. Elle est donnée en centimètres par seconde au carré, c'est le Galilée. Si on a G obs étant la gravité observée, on définit l'anomalie gravimétrique comme différence entre G observé et G calculé. On considère un petit moment notre équation pour calculer la gravité sur un site étant donné sa latitude. On rappelle que
on devrait maintenir une précision de 0,1 milli-Galilée. Alors, quelle est la précision de notre latitude? On va se donner un exemple. On va considérer notre premier site de latitude 50 et le deuxième site de latitude 51. En utilisant ces deux valeurs, on peut calculer la gravité normale ou bien la gravité standard. Alors, pour le premier site, elle est donnée par cette formule en milli-Galilée, et en 51 latitude, il est donné bien calculé bien donné par cette valeur en milli-Galilée. Alors, si on considère 1 degré de latitude, elle est donnée en kilomètres, à peu près 111 kilomètres. Et la variation d'1 degré de latitude, si on fait la différence entre ces deux, on va trouver à peu près 88,9 milli-Galilée. On remarque que quoi? Que la gravité calculée, elle augmente avec augmentation de la latitude. Alors, si on divise celle-là par celle-là, mètres par milli-Galilée, alors 111 000 sur 88,9, on va trouver 1248,5 mètres par milli-Galilée. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une précision de 0,1 milli-Galilée. Ça veut dire, je devrais diviser celle-là, 1248,5 par milli-Galilée. Alors, si je veux 0,1, je devrais diviser celle-là aussi par 10. Alors, ce qui me donne une précision de à peu près 124,85 mètres. Ça veut dire 125 mètres. Alors, pour maintenir cette précision 0,1 milli-Galilée, on devra être en mesure de localiser la position à moins de 125 mètres. La gravité d'une Terre supposée sphérique fixe sans rotation est de G, c'est Gm sur R carré. Si on s'intéresse à la variation de la gravité avec l'altitude, on obtient le gradient vertical en prenant la dérivée première de l'équation 6,4. Si on dérive celle-là par Z, par rapport à Z, ça veut dire par rapport à R, dg sur dr, alors ça va donner moins 2 Gm sur R3. Gm R carré, c'est G, alors c'est moins G sur 2R. Alors celle-là est négative, ça veut dire que la gravité diminue en s'éloignant du centre de la Terre. Comme dans le cas de la latitude, on doit utiliser une formule plus adéquate qui prend en considération la rotation et la forme ellipsoïdale de la Terre. Alors dg sur dr est donné par cette formule où phi c'est la latitude et z c'est l'altitude. Et les unités sont en milli-Galilée par mètre. Dans toute prospection locale, l'ajustement de la latitude, ce deuxième terme, elle est très faible. La correction du gradient vertical, ce troisième terme, ne devient significative que dans les régions montagneuses, variation extrême de l'altitude. En pratique, ces deux termes sont ignorés. Cette correction ne considère que les différences d'altitude par rapport à une référence et ne prend pas en compte la masse entre le point d'observation et la référence, comme on va voir sur la correction de Bouguer. Pour cette raison, cette correction est appelée la correction à l'air libre. La référence utilisée pour l'élevé gravimétrique est le niveau de la mer. Parce que la gravité diminue de 0,3 milli-Galilée par mètre, la correction à l'air libre, FA correction, est ajoutée à la gravité observée. Par contre, si un point d'observation est au-dessous du niveau de la mer, la correction à l'air libre est soustraite. Une fois encore, si on veut maintenir la précision de 0,1 milli-Galilée en mesure gravimétrique, on devra connaître l'altitude d'un point d'observation à moins de 33 cm. Alors 0,1 milli-Galilée, si je divise celle-là par 3, ça va donner 0,1 milli-Galilée. Je devrais diviser le mètre par 3, ce qui donne 33 cm. L'anomalie à l'air libre, delta GFA, est exprimée comme suit. Alors j'ai observé, moins j'ai calculé, plus la correction à l'air libre.
on se donne les trois stations A, B et C. Alors, on a le niveau marin. Pour le A, il n'a pas besoin de correction à l'air libre. Le B, on devrait corriger pour l'air libre. Ajouter la valeur de 0,3086 mg fois l'altitude de B. Et pour le C, il est situé au-dessous de niveau marin. Alors, il faut soustraire la valeur de l'air libre, de la gravité. Alors, un autre point ici à remarquer qu'il y a un excès de masse sous B qui n'a pas été pris en considération. Alors, même s'il n'y a pas d'anomalie de densité de la subsurface, la gravité à B sera plus grande à A à cause de cet excès de masse. Alors, il faut le corriger. Pour le corriger, on doit calculer la traction d'une plaque infinie de densité ρ et d'épaisseur Z. Elle est donnée par 2 fois pi G2 Cavendish fois ρ fois Z est égal à cette valeur. Cette correction est appelée la correction de Bouguer. Comme la correction de Bouguer est censée supprimer l'effet de l'excès de masse au-dessus de la référence, niveau de la mer dans ce cas, qui s'ajoute à la gravité observée, la correction doit être soustraite de la gravité observée. Par contre, ici sur le point G, qui se trouve au-dessous de la référence, la correction de Bouguer doit être ajoutée à la gravité observée GOBS. La gravité résiduelle après la correction de Bouguer est appelée anomalie de Bouguer. Delta G, c'est G observé moins G calculé plus la correction à l'air libre moins la correction de Bouguer. Il est préférable de considérer l'altitude d'un point comme positif dans le cas de B s'il est au-dessus de la référence et négative s'il est, comme le C, au-dessous de la référence. Alors, si cette convention ou bien cette procédure est suivie, on adoptera l'équation suivante. L'anomalie de Bouguer, c'est G observé moins G calculé plus G,3086 Z, la correction à l'air libre, moins la correction à de Bouguer. Alors, si Z est positif, je vais les remplacer avec sa valeur. Si dans le cas de Z, elle est négative, alors ici Z, ça serait négatif. Je dois retrancher, soustraire la correction de l'air libre. Et Z est négatif, je dois ajouter, ça devrait être positif là, je dois ajouter la correction de Bouguer. On rappelle maintenant la formule GRS de la gravité calculée. Alors ça serait GOBS. Alors Gn, je vais la remplacer en fonction de la latitude à l'aide de la formule GRS 67, plus, je vais factoriser par Z, et 0,3 moins 0,04 fois. Un petit exemple pour comprendre l'anomalie de Bouguer, on va se donner, ou bien supposer qu'on a mesuré la gravité sur un site, par exemple sur le B, on a trouvé une gravité de cette valeur en milligaliné. Par exemple, on a mesuré la latitude, c'était 45,62. On a besoin de l'élévation. On a estimé la densité de 2,67. Alors, à l'aide de la latitude, on peut calculer la G, ou bien la gravité théorique, ou bien normale. Alors, on l'avait calculé. On peut calculer la correction aussi à l'air libre. Alors, c'est 0,3 fois Z. Alors, 0,3 fois l'altitude. Il va donner cette valeur. Puis, la correction de Bouguer. Alors, c'est cette valeur fois ρ, on l'a, et fois Z, on l'a. Alors, ça va donner 11,22. Alors, l'anomalie à l'air libre, alors c'est G observé, c'est celle-là, moins G théorique, moins celle-là. D'accord? Alors, plus combien? Plus cette
valeur, c'est 30, 93. Alors, ça va donner 15, 22. Et l'anomalie de Bouguer, on doit aussi retrancher ou bien soustraire la correction de Bouguer qui est 11. Alors, si on va faire 15, 22 moins 11, 22, on va trouver 4 milli-Galilée. Le problème dans le processus de réduction de la gravité est la sélection d'une valeur appropriée pour la densité dans la correction de Bouguer. De nombreuses compagnies choisissent la valeur de 2,67 g/cm3, qui est la densité moyenne pour les roches cristal. Dans de nombreux domaines, une telle valeur est appropriée et utile si l'on veut comparer les valeurs de gravité de nombreuses compagnies sur une large zone. Si la zone est limitée et a une cible spécifique, il est possible que la valeur de 67 g/cm3 ne soit pas appropriée. Le meilleur choix n'est possible que par un échantillonnage extensif et la détermination des densités pour de nombreux spécimens, ou en utilisant une procédure spéciale présentée dans la section traitant les procédures sur le terrain, section 4. La correction de Bouguer est quelque peu grossière dans son hypothèse d'une plaque infinie. La figure suivante illustre la plaque de Bouguer à une station d'observation B. Pour réduire la gravité observée en B au niveau de la mer, on soustrait l'effet de la masse de cette plaque. On considère le point X sur cette région. On note qu'il n'y a pas de roche ou de sédiment à X parce que la zone ombrée, cette zone, elle est au-dessus de la surface terrestre. Ce qui signifie qu'on a soustrait un effet de masse ici, là, où il n'y avait pas de masse. Par conséquent, on doit ajouter une petite quantité à la gravité observée pour ajuster cette surcorrection. Le point Y. Si on considère la région ombrée, cette zone ombrée à Y, on remarque que cela pose un problème différent. La masse en Y va exercer une attraction sur la masse du gravimètre en B. Ça veut dire la composante verticale de cette attraction va réduire la gravité observée en B. Alors, une attraction entre les deux masses. Alors, notre gravimètre, la gravité est celle-là. Et cette attraction, elle a une petite composante ici qui s'oppose à la gravité. Alors, on doit corriger pour cette attraction. Comme la gravité observée est réduite, il faut ajouter une petite quantité à la gravité observée pour annuler l'effet de Y. Dans les deux cas, soit X ou bien Y, le facteur de correction est ajouté à la gravité observée si la station d'observation est au-dessus du niveau de la mer. Ces corrections qui représentent les ondulations de la topographie au-dessus et au-dessous du niveau d'altitude d'un point d'observation sont appelées corrections de la topographie. Si TC représente cette correction, l'anomalie de Bouguer deviendra, alors, j'ai observé moins j'ai calculé plus la correction à l'air libre moins la correction de Bouguer plus la correction topographique. La question devient maintenant de décider si une correction de topographie est nécessaire et comment s'y prendre dans une zone de topographie régulière. La méthode largement utilisée est certainement celle proposée par Hammer 1939 et que de nombreux géophysiciens utilisent encore. L'approche de Hammer considère l'effet de gravité d'un anneau d'une épaisseur Z et de rayons internes et externes RI, R0. Alors celui-là c'est l'anneau, le rayon interne, le rayon externe et l'épaisseur Z. L'équation exprimant l'attraction gravitationnelle de l'anneau en un point en son centre et au même niveau est donnée par Gehring, donnée par cette équation. En divisant l'anneau en un nombre égal n de secteurs, l'attraction de chaque secteur devient Gehring sur n. En pratique, on utilise des tables préparées par Hammer et un réticule qu'on superpose aux cartes topographiques. Alors celui-là, c'est le réticule de Hammer.
Chaque paire de cercles adjacents délimite un anneau est appelée zone. Alors ici, par exemple, la zone E, les deux premiers cercles. Pour la zone F, c'est le deuxième cercle avec le troisième cercle. Les anneaux sont dessinés à l'échelle de la carte topographique en utilisant les rayons d'anneaux originaux de Hammer. Alors Hammer, il a donné la taille de chaque rayon, elle est définie et connue au départ. Le réticule est placé sur une carte topographique de sorte que le centre des cercles se trouve sur le point d'observation. L'altitude moyenne dans chaque secteur est alors notée. Dans chaque secteur, l'altitude moyenne est notée. Par exemple, sur le secteur H9, on peut lire que l'altitude moyenne, 480, 500, 520. Alors l'altitude moyenne, c'est 500. Si on fait la différence avec l'altitude du point d'observation, on va obtenir l'épaisseur de l'anneau. Alors, un petit exemple, on va supposer que notre site ou bien notre station est située à une altitude de 120 mètres. La constante de l'équation 630 de pi0, c'est 0,011. Alors, les zones ici de Hammer, zone B, zone C, zone E, ainsi de suite. Chaque zone, la zone B, elle a 4 secteurs, zone C, elle a 6 secteurs, et ainsi de suite, jusqu'à la zone I qui a 12 secteurs. Comme je l'avais dit, chaque zone, les rayons internes et externes, ils sont bien définis. Alors, on a les rayons, on a le facteur de pi0. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin de Z, l'épaisseur de chaque secteur ou bien de chaque anneau. Alors, l'élévation pour chaque secteur ou bien en moyenne, c'est 115. Alors, ça fait que Z, à peu près, c'est 120 moins 115, c'est 5 mètres. Et de ce fait, on peut calculer la correction en utilisant l'équation G30. Alors, pour la zone C, pour chaque secteur est multiplié par le nombre de secteurs. Alors, celle-là, 0,09 fois 6. La même chose ici, 0,074 fois le nombre de secteurs qui est 4. Et on fait l'addition pour avoir le total de la correction de terrain ici, c'est 0,38 milli-Galilée. Si un modèle numérique de terrain MNT est disponible pour une région où un levé gravimétrique est en cours, le processus de correction de topographie peut être presque entièrement automatisé à l'aide de logiciels ou bien de code informatique. À partir des mesures de gravité sur le globe, on a constaté que l'anomalie moyenne de Bouguer est proche de 0 sur Terre au niveau de la mer, généralement positive en mer et surtout négative dans les régions de haute altitude. Ces effets étendus résultent de la variation de densité dans la croûte. Ils indiquent aussi que les matériaux sous les océans ont une densité supérieure à la moyenne et que sous les montagnes, c'est le contraire. Deux hypothèses ont été avancées pour tenir compte de ces variations systématiques de densité à grande échelle. RI, le premier modèle, imagina une croûte rigide de densité constante flottant sur un substratum liquide de plus forte densité. Pratt suggéra flottant sur un liquide uniforme une croûte dont la densité varie avec la topographie. Elle sera plus faible sous les montagnes et plus forte là où la croûte est plus mince. Il est possible de corriger l'effet isostatique en supposant un certain mécanisme de compensation en calculant une correction. La gravité résiduelle obtenue après la correction isostatique est appelée anomalie isostatique delta GI et exprimée comme suit. J'ai observé moins Gn, calculé, anomalie à l'air libre, anomalie de Bouguer, correction topographique et correction isostatique. La correction isostatique n'a qu'une importance secondaire en prospection gravimétrique. En effet, l'étendue des régions prospectées n'est en général pas assez grande pour justifier son application. Si les variations des anomalies de Bouguer sont dues à des effets isostatiques dans une zone d'exploration, ils seront présents en tant que tendance régionale progressive en raison de leurs origines profondes. Si c'est le cas, l'effet isostatique est supprimé directement dans le cadre d'une tendance régionale, voire la section 6, et non en considérant l'isostatique comme une cause et en calculant un mécanisme de compensation.